l'entretien des patriotes. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Mort de François, le pape de Klaus Schwab, Nestlé Macron à Mayotte, en eau trouble. Avant de répondre à ces deux questions et traiter de nombreux sujets d'actualité, vous connaissez la coutume sur cette chaîne, je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis justement de le produire, car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles, Alexandre Casseville, Michel C, Marie Aubel et ce cher Philippe Bohen. Merci à tous du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier pour votre soutien indéfectible. Oui, il faut aider la réinformation en ces temps de censure. Comment faire? C'est simple, il suffit de lever le petit pouce, écrire de gentils messages et diffuser sur d'autres réseaux sociaux. Merci à tous. Mort du pape François. Le pape François est mort ce lundi à l'âge de 88 ans. Les cardinaux électeurs vont devoir débattre des orientations insufflées par le souverain pontife sur 4 dossiers au moins. Oui, sa succession est très tendue, parce que le pape François ne faisait que l'unanimité à gauche. Je rappelle que le Vatican est un État et que l'Église catholique n'est pas homogène politiquement. Autrement dit, il y a des cardinaux de gauche, du centre et des conservateurs. J'y reviendrai. Mais au fait, de quoi est-il mort, le pape François? Le pape est mort d'un AVC à 88 ans, suscitant une émotion planétaire. Les dirigeants politiques et religieux du monde entier ont rendu un hommage unanime au souverain pontife. Quand un pape meurt, c'est en effet la tradition. Mais était-il si apprécié, François? Certains lui reprochent par exemple son attitude pendant le Covid. Le pape François fut un ardent promoteur des injections contre le Covid. Il avait même traité de négationnistes les cardinaux soucieux du libre arbitre qui refusaient les injections en menaçant. On est en train d'étudier comment les aider. Et c'est donc au sein de l'Église catholique et parmi les fidèles que le pape François était le plus décrié. Philippe Devilliers. Je suis à Marseille, je ne suis pas en France. Et qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Je viens visiter une ville multiculturelle. Et ensuite, toujours comme chef d'État, il voyait d'un bon œil l'islamisation de l'Europe. Il a traité de vieilles filles stériles. Et Philippe Devilliers toujours, on doit respecter la mort, en particulier celle d'un pape. La mort d'un pape, c'est la fin d'une époque, d'une période, d'un cycle. Mais on a le droit d'analyser, car le pape est un chef d'État et un chef d'Église. En tant que chef d'État, le pape François a toisé la France, lui témoignant à plusieurs reprises du mépris. Il voyait d'un bon œil le multiculturalisme et l'islamisation de l'Europe. En tant que chef d'Église, il a persécuté les chrétiens attachés à la tradition de l'Église de notre enfance. C'était un pape woke, le pape des minorités, des périphéries. Mais lorsque vous allez chercher les périphéries en négligeant le noyau central, vous perdez tout. Pour bien comprendre les paroles de Philippe Devilliers et les enjeux, il faut savoir que le pape François avait essayé de liquider l'héritage de Benoît XVI. Oui, un an après le décès de Benoît XVI, le pape François écarte son entourage et liquide son héritage. Même type de règlement de compte mené avec détermination en 2023 par le pape François. Le fait de couper arbitrairement et contre toute règle établie vivres et logements au cardinal américain Raymond Léo Burke, 75 ans. Ce spécialiste du droit canonique, qui a occupé de hautes fonctions au Vatican, était déjà sur la touche parce qu'il était l'un des rares cardinaux à oser émettre publiquement des avis critiques sur le pontificat. Ce qui aurait poussé François à déclarer devant plusieurs cardinaux lors d'une réunion officielle le 21 novembre dernier, le cardinal Burke est mon ennemi, c'est pourquoi je lui retire l'appartement et son salaire. Attitude peu catholique, sans mauvais jeu de mots. François a également nommé que des cardinaux woke, contrairement à tous les usages, vous en doutez. Or, le regain de foi que nous avons aujourd'hui en France est dû à la génération Jean-Paul II. Heureusement, Jésus-Christ n'a pas pris une ride et reste attractif, voire encore plus attractif aujourd'hui qu'il y a quelques années. Il existe et son enseignement est magnifique. Frère Paul Adrien, frère dominicain. Il est à 44 ans, l'un des influenceurs les plus suivis de la sphère catholique française. Fort de son demi-million d'abonnés sur YouTube, il décrypte le regain de ferveur chez les jeunes, notamment durant le carême. Et oui, en pleine déchristianisation, 17 800 catéchumènes adultes et ados seront baptisés en 2025 en France,
Un record depuis 20 ans, 42% en moins de 25 ans. Quand tout s'effondre, une génération revient au Christ. Contre toute attente, l'espérance refait surface. Jean-Paul II avait semé la foi durant son pontificat et nous récoltons aujourd'hui une bien belle moisson. Et puis, souvenons-nous de sa prophétie. C'était l'avant-dernier vrai pape, Saint Jean-Paul II. Lui seul avait prophétisé la menace. C'était en 1993. Lisez bien. Rappelle-le à ceux que tu rencontreras dans l'Église du troisième millénaire. Je vois l'Église affligée d'une plaie mortelle, plus profonde, plus douloureuse que celle de ce millénaire. Elle se nomme l'islamisme. Ils envahiront l'Europe. J'ai vu les hordes venir de l'Occident vers l'Orient, du Maroc à la Libye en passant par l'Égypte, et ainsi de suite jusqu'à la partie orientale. Ils envahiront l'Europe. L'Europe sera une cave, vieille relique, pénombre, toile d'araignée. Souvenirs familiaux. Vous, Église du troisième millénaire, vous devrez contenir l'invasion, mais pas avec des armes. Les armes ne suffiront pas. Vous contiendrez l'invasion avec votre foi, vécue intégralement. Jean-Paul II était donc un opposant farouche à cette mondialisation. Vous comprenez mieux, dans ces conditions, pourquoi il était important pour tous ces globalistes immigrationnistes woke d'avoir un pape à leurs bottes. Pour autant, François est-il le serviteur de Klaus Schwab? Regardons le dossier dans le détail. Klaus Schwab en 2017. Nous sommes fiers de pénétrer les cabinets ministériels du monde entier avec notre programme Jeunes Leaders Globaux. Prenez Trudeau par exemple. Macron est lui ex-You-Leader, chef d'État, après avoir été formé à l'école des élites réunies au forum de Davos. On l'écoute. What we are very proud of now, the young generation, like Prime Minister Trudeau, President of Argentina, and so on, that we penetrate the cabinets. C'est ainsi que ces mondialistes ont colonisé les organisations internationales comme l'OMS, les directions des États et les sommets des grandes entreprises. Schwab se vantait d'avoir également mis ses sbires à la tête des syndicats et des organisations religieuses. Le Vatican? Le cardinal Turkson représente à nouveau le Vatican à Davos. Le World Economic Forum a débuté le 20 janvier 2025 à Davos. Outre de nombreuses personnalités de la politique et de l'économie, des représentants de l'Église y sont présents. On rappelle que Davos avait pour but de mettre en place une gouvernance mondiale, totalitaire, woke et escrologiste. Jean-Paul II et Benoît XVI essayaient de lutter contre ces dingues et leur message a été cancellé par le pape François. Le pape François avait ensuite envoyé à 5 reprises le cardinal Peter Turkson, président du Conseil pontifical Justice et Paix et ancien préfet du Dicaster pour le service du développement humain intégral. Et qui François a-t-il choisi pour s'occuper de sa communication? McKinsey. Le Vatican demande conseil à KPMG et à McKinsey. Le Vatican a sélectionné jeudi 2 grands cabinets internationaux. Le premier, KPMG, pour moderniser ses procédures comptables et financières. Le second, le cabinet de conseil américain McKinsey, qui l'aidera à moderniser sa communication et ses relations médias. McKinsey, c'est presque un aveu, parce que McKinsey, c'est ce qu'il y a de plus cynique, sans foi ni loi, dans la jungle américaine des cabinets. Alors ce n'est pas un choix très catholique. Pour ceux qui l'ignoraient, c'est le cabinet condamné à de multiples reprises pour des faits particulièrement ignobles, et je pèse mes mots. Pour ceux qui auraient des doutes, je les renvoie au verdict de l'affaire Purdue Pharma. McKinsey a dû verser plus d'1 milliard de dommages et intérêts aux victimes. 500 000 morts, la crise des opioïdes aux États-Unis. Oui, c'est McKinsey qui avait signé la stratégie pour augmenter les ventes de ce poison de Purdue Pharma. Et lorsqu'on écoute l'hommage du sévice public à François, on n'a plus beaucoup de doutes. C'est à vous. Le dernier acte du pape François avant son hospitalisation est une lettre adressée aux catholiques américains, véritable machine de guerre anti-Trump et critique théologique de J.D. Vance. Il y reprend ses propos sur « Qui est mon prochain ?» Si on résume, le pape François, c'est défendre un produit expérimental, c'est effacer l'héritage de Jean-Paul II, défendre le wokisme, le mondialisme et être profondément anti-Trump.
Vous comprenez mieux dans ces conditions pourquoi tous ces gauchistes qui vomissent 24 heures sur 24 sur les catholiques ont des trébolos dans la voix et la larme à l'œil lorsqu'ils évoquent la mort de François. Veut-on des preuves plus éclatantes? Ah si, j'ai peut-être quelque chose. Un pape jésuite sur le trône de Pierre, un pion de Schwab dans la soutane de Pierre. Le pape François n'a pas guidé les âmes, il a guidé l'Église vers Davos, pro-migrants, pro-Soros, anti-tradition, anti-frontières. Monseigneur Vigano, excommunié par le Vatican, l'avait dit « Conspiration entre l'État profond et l'Église ». Le mondialisme a eu son pape, que le prochain parle latin et vérité. Il faut rappeler que lorsque François a été élu, de nombreux spécialistes du Vatican ont dénoncé, des formes de magouille. Ce que nous savons, de sources sûres, c'est que les cardinaux anglais et américains ont tout fait pour que François soit élu. Alors François, est-il l'homme de main de Schwab? Pas de preuves évidemment directes, mais des certitudes. François a bien servi Davos et son programme. Et Klaus Schwab, que lui arrive-t-il? Un peu le même sort que François. Souvenons-nous, le 4 avril, nous annoncions Klaus Schwab démissionne. Au revoir, monsieur le dictateur. Schwab avait donc annoncé sa démission. Les fact-checkers nous avaient traités de complotistes, mais les sources étaient sûres. Mais ne connaissions pas, par contre, la date officielle de son départ. Un petit problème de succession à régler? Eh bien, aujourd'hui, tout s'éclaire, c'est officiel. Et comme avec l'annonce de la mort du pape, nous n'avions pas assez de victoires, Klaus Schwab démissionne avec effet immédiat. Préparez vos estomacs à manger beaucoup de pop-corn prochainement. Oui, mais qui à la place de Schwab? À 87 ans, le fondateur du Forum de Davos démissionne donc et il est remplacé par l'ancien patron de Nestlé. Le nouveau visage du Forum économique mondial, le gentil patron de Nestlé qui avait déclaré « Certains disent que l'accès à l'eau devrait être un droit humain. Je trouve cette position extrémiste. » Quel saint homme! Le nouveau président du Forum économique mondial est donc Peter Brabeck-Letmat. Ce monsieur, ancien patron de Nestlé, a déclaré que pour lui, l'eau, comme droit de l'homme, est une vision extrême et qu'il ne faut pas la nationaliser. La question est de savoir s'il faut privatiser l'alimentation en eau. Deux points de vue s'affrontent à ce sujet. Le premier, que je qualifie d'extrémiste, est représenté par les ONG pour qui l'accès à l'eau devrait être nationalisé. Autrement dit, tout être humain doit avoir accès à l'eau. Les fous! C'est une solution extrême. Et l'autre qui dit que l'eau est une denrée alimentaire et que, comme toute denrée, elle a une valeur marchande. Il est préférable, selon moi, de donner une valeur à une denrée, afin que nous soyons tous conscients qu'elle a un coût et que nous puissions faire de gros bénéfices. Et c'est grâce à ce monsieur qu'Emmanuel Macron a pu faire le deal Pfizer-Nestlé. La folie du World Economic Forum continue entre potes certainement, à nos dépens probablement. Tenez, on va revenir sur le scandale Nestlé, Macron, l'Élysée, colère. Scandale des eaux en bouteille, Nestlé. L'Élysée savait, au moins depuis 2022, que Nestlé trichait depuis des années. Selon le rapporteur de la commission d'enquête, Alexis Kohler, ex-secrétaire général de l'Élysée, a refusé de répondre aux sénateurs. Début mars, le président de la commission des finances, Éric Coquerel de la France Insoumise, a saisi la justice pour demander des poursuites. Selon une ordonnance de 1958, toute personne qui ne comparaît pas ou refuse de déposer ou de prêter serment devant une commission d'enquête est passible de 2 ans d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende. Début février, Emmanuel Macron a assuré qu'il n'y avait eu ni entente ni connivence avec Nestlé. Selon l'enquête du Monde et Radio France, de nombreux échanges de courriels et de notes ministérielles montrent que l'exécutif a privilégié les intérêts de Nestlé au détriment de ceux des consommateurs en laissant le groupe suisse continuer à commercialiser une eau qu'il savait non conforme à la réglementation. Oui, avec Nestlé, Macron a toujours nagé en eau trouble. Mais revenons à l'eau et aux escrologistes. Les escrologistes annonce depuis 5 ans des sécheresses épouvantables et ils terrorisent les Français, vous le voyez, à l'aide de cartes rouges et autres prophéties apocalyptiques. Fréquence des nuits et jours anormalement chauds pour la période 2021-2050. Vous allez tous bouillir avec la langue gonflée de sécheresse.
Bon, lorsqu'on met en parallèle la volonté prédatrice du World Economic Forum sur l'eau, on a bien compris que tous ces escrologistes sont le bras armé des marchands du temple de Davos et qu'ils nous font des prophéties apocalyptiques pour nous terroriser. C'est d'ailleurs assez sidérant. Alors que les inondations font la une de l'actualité, eh bien, ces escrologistes continuent à nous expliquer que nous allons manquer d'eau. Rien en effet ne semble les faire dévier du dogme, pas même le réel. Nestlé, Macron, escrologiste, même combat. Mais revenons à la mort de François, qui pour lui succéder. Le cardinal Sarah fait partie des favoris. Écoutons-le. D'une crise culturelle et identitaire, et vous dites même décadent, sans enfants, sans famille. L'Occident disparaîtra, noyé, éliminé par une population d'origine islamique. L'Occident a renié ses racines chrétiennes, mais un arbre sans racines meurt. C'est cela qui attend l'Occident? C'est ce qui va se passer, parce que voyez-vous, un arbre a beau être énorme, grand, s'il perd ses racines, cet arbre meurt. Un fleuve peut-être majestueux, énorme. Oui, l'Occident a renié ses racines chrétiennes, mais un arbre sans racines meurt. On veut le cardinal Sarah au Vatican. Mais d'autres noms sont cités, comme Jean-Marc Aveline, français archevêque de Marseille, 66 ans, proximité idéologique avec François, notamment sur les questions d'immigration et les relations avec le monde musulman. Pietro Parolin, italien, diplomate du Vatican, 70 ans, favori des parieurs, perçu comme un candidat de compromis entre progressistes et conservateurs, actuel secrétaire d'État du Saint-Siège. Oui, c'est lui qui a les faveurs donc des pronostics. Mais attention à Zuppi, italien, protecteur des personnes LGBT. Il est donc poussé par le système progressiste comme l'archevêque de Marseille. Affaire à suivre. Regardons maintenant le bilan du World Economic Forum et de son poulain Emmanuel Macron. L'actualité nous fournit chaque jour des illustrations épouvantables. L'inquiétante hausse de la mortalité infantile. Plus de 4 décès de bébés pour 1000 naissances. C'est la mortalité infantile française en 2024. Comment la France, montrée en exemple il y a 20 ans, a-t-elle dégringolé au niveau européen? Le bilan des macronniers est sans appel, apocalyptique. Dénatalité, mortalité infantile en hausse. Et nos enfants sont en danger à l'école. Éducation nationale à la dérive. Le livre le plus important du monde, recommandé dès 9 ans, vous a scandalisé, des contenus inadaptés, voire dangereux, mis à disposition de très très jeunes dans les établissements scolaires. Pour ceux qui n'y ont pas cru, voici la preuve que ce livre est bien diffusé aux élèves. Un reportage télévisuel montre qu'il est notamment accueilli en grande pompe dans un collège de Normandie, au nom de l'égalité filles-garçons. Ce livre sert dans les séances Évar. C'est encore pire que ce que nous craignons. Faites du bruit. Si ça vous choque, partagez sur les réseaux pour qu'un maximum de parents soient au courant et pour rejoindre ceux qui se bougent, adhérer à SOS Éducation. L'extrait est dans ma description. Oh, j'aurais pu vous en montrer une partie, mais ma vidéo aurait sauté pour contenu sensible. Non, je ne plaisante pas, j'ai eu 2 vidéos qui ont sauté à cause de ces livres. Autrement dit, si je comprends bien, c'est bon pour les tout-petits, mais interdit aux adultes. À méditer. La France de Macron, c'est aussi des fusillades. Tu habites dans un quartier calme. Soudain, un commando militaire mitraille ton pavillon et lance un cocktail Molotov. Le commando visait le domicile d'une surveillante pénitentiaire. Et il s'est trompé d'adresse. Et pendant ce temps, les 2 moulins à vent, Retailleau et Darmanin, nous expliquent que tout va bien, tout est sous contrôle. Les menteurs. On en est là, Les voyous attaquent les prisons et les gardiens de prison. Et également les prêtres. À Nîmes, un jeune marginal sort une lame pendant la messe de Pâques à l'église Sainte-Eugénie. Il a été maîtrisé par des paroissiens. Avec celui de Beaucaire et celui de Lisieux le vendredi saint, cela fait 3 prêtres agressés en 3 jours. Mais ne comptez pas sur les journalistes du service public pour vous informer. Ils sont trop occupés à dénoncer les lanceurs d'alerte. Et ce n'est même pas ironique. France Info. Des notes sont donc commandées à plusieurs sociétés spécialisées, des experts qui décryptent, passent au crible les réseaux sociaux pour mieux comprendre l'opinion. Ce qui préoccupe au sommet de l'État, Macron,
n'est pas tant l'idéologie en elle-même, puisque chacun peut adhérer au projet qu'il souhaite, mais de la voir se diffuser dans des cercles plus étendus. D'autant qu'elle peut déboucher sur des contestations. De plus en plus d'intellectuels ou des leaders d'opinion de droite, comme des journalistes qui sont identifiés comme crédibles, partagent sur X les publications de certains comptes, souvent teintés de racisme, ceux qui dénoncent par exemple la délinquance, qui critiquent le système, estiment qu'on paie trop d'impôts, suivis parfois par des dizaines de milliers d'abonnés. Mais vous vous rendez compte ? Ceux qui critiquent Macron deviennent des cibles, il ne faut pas se leurrer, ils sont observés, espionnés. Et on leur reproche quoi ? La critique. Mais cet article du service public est un aveu de la tyrannie macroniste. Et j'ai l'impression que les journalistes ne s'en rendent même plus compte. Interdit de critiquer le camp du bien, bon sang. Et voyons ceux qui font ce sale boulot. Fichage d'opposants, subventions publiques injustifiées et propagande gouvernementale éhontée. Amélie Ismaï a mené l'enquête pour Rechecking sur le business lucratif de Conspiracy Watch, une officine spécialisée dans la diffamation sur fonds publics. Cela nous rappelle les heures les plus sombres de notre histoire. Vous n'avez pas le droit de critiquer le président Macron. Est-ce clair ? On va prendre vos numéros, vous fichez, on vous connaît. J'exagère. Des manifestants attendaient Emmanuel Macron à Mayotte. Écoutez-les. On ne peut pas s'exprimer. On met une banderole, on nous dit pas bonjour, on vient, on nous la retire, on nous prend notre pièce d'identité, on nous fiche et on ne peut pas s'exprimer. Et on nous interdit. Des habitants de Mayotte dénoncent un dispositif mis en place pour mettre le président Emmanuel Macron dans de bonnes dispositions. Autrement dit, pour permettre à Emmanuel Macron son numéro de cirque très connu, puisque cela fait 7 ans qu'il nous le joue avec le même texte et les mêmes promesses. Nicolas Dupont-Aignan. Arrivé à Mayotte, Emmanuel Macron rend hommage à la force de résistance du peuple mahorais, 4 mois après le passage du cyclone Chido. Macron salue la résistance des Mahorais. Une résistance imposée du fait de l'inaction de l'État. Aucune collectivité n'a touché 1 euro depuis le passage du cyclone, assure le maire de Mamoudzou. Les Mahorais sont contraints de survivre sans soutien réel, avec des problèmes d'eau potable toujours non résolus. Pendant ce temps, la France dépense des milliards pour l'Ukraine. Pour Mayotte, c'est le silence de l'indifférence. Cher Nicolas Dupont-Aignan, c'est un peu inexact. Les Mahorais ont eu beaucoup de chance puisque Macron a rejoué son numéro favori, les promesses mirobolantes. Écoutons-le. Nous avons maintenant une opération qui sera dénommée Oura Wachaba. Donc, mur de fer. J'espère que... Oura Wachaba. Et donc, c'est le rideau de fer. Mais donc, sur la base du plan qui a été... Il avait l'air pas tout à fait dans son état normal, le poudré. Cyclone Chido à Mayotte, Emmanuel Macron annonce une enveloppe de plus de 3 milliards d'euros sur 6 ans pour la refondation de l'archipel. Ce qui est complètement fou, c'est qu'il fait les mêmes promesses depuis 7 ans et qu'il ne les tient jamais. Et là, il fait une promesse sur 6 ans alors qu'il s'en va. La ficelle est tellement grosse que je ne comprends pas que certains puissent y croire. Petit rappel des promesses d'Emmanuel Macron non tenues au Mahorais 2019. Et donc la sécurité sera au rendez-vous en matière de lutte contre l'immigration clandestine. Parce que c'est ce qui est dû à Mayotte. Je sais que vous voulez plus de médecins. Macron en 2019 à Mayotte. Tout ce qu'il dit, rien n'est arrivé. Macron n'est qu'un mytho et on le sait depuis le début. Ce que fait Emmanuel Macron à Mayotte, c'est ignoble. Mentir avec une telle constance depuis 7 ans sur un champ de ruines devant une population désespérée, qui plus est causée par son inaction, il faut être quand même cynique, pour ne pas dire de grossièreté, et prendre les Mahorais pour des abrutis. Et pendant ce temps-là, Brigitte. Et pour mieux cacher son bilan, des images festives. Village Potemkin dépassé. Oui, Macron est non seulement un mytho, mais un cynique. Les Macron, c'est l'indécence faite homme. International, trêve de Pâques, rappelons-nous.
Poutine déclare une trêve pascale en Ukraine. À l'occasion de Pâques, la Russie cessera toutes les hostilités du 19 avril à 18h au 21 avril à minuit. Nous attendons de l'Ukraine qu'elle suive cet exemple, a déclaré Vladimir Poutine. La réponse de Kiev fut assez contradictoire. Oui, la propagande s'est un peu emmêlé les pinceaux, parce que dans un premier temps, Kiev a accusé la Russie de ne pas respecter cette trêve, puis dans un deuxième temps, Kiev a gémi que la trêve ne pouvait pas être prolongée de plus de 3 jours. Assez contradictoire. Dans les faits, Kiev a lancé plusieurs frappes sur des villes et des localités des républiques populaires de Donetsk et de Lugansk et de la région de Kherson, bafouant ainsi la trêve de Pâques suggérée par le président Vladimir Poutine le 19 avril. Les attaques ukrainiennes ont fait des victimes parmi les civils. La presse aux ordres a bien évidemment relayé la propagande kievienne et non pas la réalité du terrain. Sur la paix, des nouvelles. Les déclarations sont contradictoires venant des USA, mais là on parle de nouveau d'une paix possible. L'envoyé de Trump, Witkoff, évoque une paix permanente entre la Russie et l'Ukraine après des discussions convaincantes avec le président russe Vladimir Poutine. Nous pourrions être à la veille de quelque chose de très important pour le monde, a-t-il déclaré, notant qu'un accord de paix est en train d'émerger. Espoir soutenu par Donald Trump lui-même. Donald Trump espère un accord dans la semaine, alors que la trêve de 30 heures, décrétée samedi, vient de se terminer, le président américain Donald Trump ne désespère pas de voir les présidents russes et ukrainiens aboutir à un accord pérenne. Espérons que la Russie et l'Ukraine concluront un accord cette semaine. Les deux pays commenceront alors à faire de grosses affaires avec les USA, qui sont en plein essor et feront fortune, a lancé le président américain sur son réseau Truth Social dimanche 20 avril. Tout au long de la trêve, l'Ukraine et la Russie se sont mutuellement accusés d'avoir bafoué l'accord. Le président Vladimir Poutine a déclaré être intéressé donc par la proposition américaine. Quant aux Européens, c'est profil bas. La menace du retrait américain proférée par Rubio semble avoir calmé les ardeurs belliqueuses de Bruxelles, postula Macron. À suivre, c'est l'heure d'ouvrir la page fantasy avec un personnage inquiétant ou amusant, c'est selon. La Russie est une vassale de la Chine, selon le général Michel Yakovlev. Je finis par me demander si Darius Rochebin ne prend pas un plaisir sadique à voir Dourakovlev se ridiculiser devant la France entière et ne s'amuse pas en fait à le pousser toujours plus loin dans la bêtise. Donc, si je résume, selon Dourakovlev, Trump est la marionnette de Poutine qui est lui-même la marionnette du président chinois. Mais pourquoi un tel délire ? Oh, pour décrédibiliser évidemment la Russie, Trump et la Chine, et pour maintenir un narratif pro-Macron. Mais là, ça va tellement loin qu'on est proche de la camisole de force. Autre champion du monde, Ian Brossat, l'héritage architectural de la droite à Paris, un tunnel hideux des années 90 qui ne sert plus à rien si ce n'est à gâcher le paysage. Ouais, supprimons les routes, les voitures, les fourgons, les camions bennes, les travailleurs, ça pue, c'est moche et ça pollue. Vous êtes des dingues, le pire de la bourgeoisie oisive et parasitaire. Un tunnel qui gâche le paysage, ça je m'y attendais pas et je le connais ce tunnel puisque je l'ai emprunté. C'est une inversion accusatoire vraiment pour débiles quand on s'appelle Ian Brossat et qu'on a saccagé Paris. J.D. Vance a rendu visite au pape François et il est décédé le lendemain. Qui voulez-vous que rencontre J.D. Vance ? Van der Leyen ! Alors, qui pour remplacer François ? Certains sont prêts. Et oui, vous le reconnaissez, ou à moins que... Le pape, c'est moi ! Et puis, un petit plaisir de Pâques, l'œuf en chocolat. Surprise ! Serrez-vous la ceinture, les lapins, Bayrou et l'archer. La page fantasy vient de s'achever et on va se quitter sur une déclaration du président salvatorien Bukele. À méditer. En El Salvador priorizamos la seguridad de nuestros ciudadanos honestos sobre la comodidad de los criminales. Algunos dicen de que hemos encarcelado miles, pero la realidad es que hemos liberado a millones. Ahora son los buenos los que viven libres, sin miedo, con sus libertades y derechos humanos totalmente respetados. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Au revoir.